on a décidé de lancer ce format des lives parce que, bon, pour plein de raisons, mais en vrai parce on fait beaucoup de contenu sur Hawk et c'est vrai que c'est rare d'avoir un vrai échange avec la commu. Et moi, je suis assez fan du format live. Je trouve que on arrive à bien passer nos infos sur la newsletter, sur nos articles, sur les contenus premium et même sur Discord, parce qu'on a créé le Discord pour ça, justement, pour plus échanger. Mais je trouve que c'est toujours bien de pouvoir en discuter en live parce que bah, on peut avoir des questions, on peut répondre aux questions, ça permet de mieux tester aussi ses convictions devant les expliquer comme ça à l'oral et tout. Et le fait d'en discuter avec d'autres gens, bah, ça fait que peut-être vous aurez des arguments intéressants à nous apporter pour, je sais pas, améliorer notre vision et tout ça. Donc voilà, c'est un format qui va être assez basique. Déjà, on va le faire toutes les 2 semaines, tous les mercredis probablement, peut-être que ça changera de jour de temps en temps, aux alentours des 20h30. On a dit 20h30 parce que c'est un horaire qui peut-être correspond à plus de gens. Après, voilà, dites-le nous Ouais. si c'est un horaire qui vous plaît pas forcément ou que si vous voulez plus tôt, plus tard, peu importe, on s'ajustera. Le but c'est de le faire toutes les 2 semaines et le format il est simple. Il y aura à peu près 3 parties dans le live. Une partie analyse de marché, on va se poser, on va discuter sur ce qu'on pense de l'état du marché des cryptos et des marchés financiers tradis en général. Qu'est-ce qui s'est passé en gros, expliquer les mouvements récents, essayer de donner nos visions, nos anticipations sur les mouvements de marché. Et on va parler potentiellement aussi de nos prises de position sur le portfolio de Hawk. Même si, bon, normalement, c'est censé être réservé au C'est moment ce qui premium, intéresse mais les bref. gens. Bah oui, bien sûr. Non, mais voilà, on va essayer de parler de marché. Et ça va être la première partie. La deuxième partie, c'est une partie où on va traiter un sujet de la commu. Bah, c'est pour ça qu'on a fait un sondage d'ailleurs sur le Discord. On a Ouais. proposé quelques idées de sujets. Le but, c'est qu'à chaque fois, on vous propose des idées et vous votez pour ce qui vous intéresse le plus. Et on va traiter ce sujet un peu plus en profondeur. On essaiera de faire venir des intervenants qui sont un peu experts dans ce sujet-là. Donc on a plein d'idées en tête d'intervenants, mais voilà, ça peut être sympa de faire venir des gens aussi. Et la troisième partie de l'émission, ça va être juste discussion avec vous. Et pourquoi est-ce qu'on le fait sur Discord et pas sur Twitch ou d'autres contenus? Déjà parce qu'on a envie que ce soit juste avec la commu. Et deuxièmement parce que bah, sur Discord, on peut vous faire monter pour pouvoir vous permettre de prendre la parole en tant qu'intervenant. Donc comme ça, on va pouvoir discuter, débattre avec vous. Je pense que ce sera la partie la plus intéressante. Malheureusement, on l'aura pas d'ailleurs dans la rediff pour ceux qui manquent le live en direct parce qu'on peut pas record vos voix, etc. Donc voilà, ça sera réservé Mm. pour ceux qui sont là en direct. Voilà, grosso modo, les grandes lignes du but de ce live. Je sais pas si tu voulais ajouter des trucs. Non, pas forcément. Laura. Juste pour le sujet du coup qui a été choisi par la commu, ça va être Polymarket et comment l'utiliser grosso modo pendant la Coupe du Monde et pourquoi c'est vraiment intéressant notamment pendant cet événement-là. Voilà. Ouais. Après, c'était quand même Voilà, serré voilà. avec Morpho, mais la commu a décidé, donc on le fera pour le prochain live. Morpho, si ça vous Ouais. intéresse vraiment. Morpho, on fera venir un intervenant, on fera venir genre Marc Zeller par exemple, pour en parler. Euh, Non, mais voilà. Et, en vrai, pour le coup, je le répète, mais je suis vraiment content de lancer les lives. Ça fait un moment que je voulais le faire, un format comme ça. Voilà. Après, je sais que on a lancé le Discord il y a quoi, 2 semaines, que bah, forcément c'est assez jeune, donc c'est un truc qu'on crée comme ça, un peu sorti de nulle part. Donc ça va être dur de ramener des gens et tout, mais je pense que ça peut être un bon rendez-vous. Ouais, pour faire un petit point sur le marché. Parce que je pense que ouais, on a plein de choses à raconter. Et alors ouais, let's go, non on se lance. Bah ouais, Je pense qu'on a fait le let's tour go, des let's go. présentations. Est-ce que tu as suivi, parce qu'il est 20h30, t'as vu passer des tweets sur le, les premiers discours de Le Kevin FOMC? Warsh ou pas? Ouais. Euh, j'ai j'ai pas vu passer de tweet sur le discours en tant que tel, mais j'ai vu un truc assez drôle sur le statement qu'ils ont Ouais. sorti. Je sais plus qui avait sorti le tweet. Comme quoi, celui d'avril, il y avait genre 340 mots et celui-là, il y avait que genre 140 mots. Vraiment, il s'était pas fait chier du tout. Mais j'ai pas vu encore de réaction au FOMC au live. Donc je sais même pas si le truc s'est lancé. Ok. Ok. Bon, je croyais que c'était 20h30, c'est pour ça.
Bon, c'est pas grave. De toute façon, on va en parler tout à l'heure. Ouais. Ça fait partie des événements qu'on va mentionner. Mais d'abord, petit point marché. Parce qu'en plus, il s'est passé pas mal de choses ces derniers jours. Ça va être intéressant d'en parler. Et j'ai déjà commencé à rédiger en plus la newsletter de demain, donc j'ai un peu en tête pas mal de choses intéressantes. Mais en gros, grosso modo, si on se pose un petit peu sur le Bitcoin là, bah, on voit qu'on a eu un beau mouvement, beau rebond depuis les 60 000 $. Zone qu'on a évoqué énormément dans la newsletter, dans bah, évidemment les articles qu'on fait pour les membres premium. Sur Discord, je crois que j'avais fait un post aussi quand on était aux 60 000 pour expliquer pourquoi est-ce qu'on considérait que c'était une bonne zone d'achat pour nous. Et effectivement, bah, depuis le Bitcoin nous a fait un beau petit rebond, ouais, un peu plus de 10%. On est retour aux 66 000 $, donc c'est quand même plutôt une bonne nouvelle. Euh, Plusieurs raisons à ça. D'abord, bah, un rebond juste parce que il y a eu grosse force acheteuse après la touchette des 60 000, et puis parce qu'il y a eu effectivement cette annonce dimanche dernier de la potentielle, alors je dis potentielle parce que bon, on n'est jamais à l'abri d'un retournement de situation, mais bon, la fin de conflit entre les États-Unis et l'Iran, vraisemblablement, je touche du bois, mais là je pense que ça sent quand même bon la fin. Et c'était un des trois éléments les plus importants que surveillaient les marchés pour déterminer justement la direction dans les prochaines semaines, prochains mois. Il y avait effectivement le conflit au Moyen-Orient et tous les impacts associés, que ce soit pour l'économie mondiale, l'inflation, le fait que la croissance tourne au ralenti depuis plusieurs semaines. Ça, c'était le premier gros point. Le deuxième gros point, c'était la Fed. C'est pour ça qu'on en parlait tout à l'heure et on va en parler ensuite. Et le troisième gros point, c'était la fameuse bulle IA, entre très gros guillemets. Bref, on en parlera tout à l'heure. Mais donc, il y avait, Ouais. voilà, c'était quand même un très très gros point, ce conflit au Moyen-Orient. Et le fait que ben, on ait cette annonce d'un accord qui aurait été trouvé et qui devrait être signé là dans les prochains jours, ça a soulagé le marché. Donc ça a permis à Bitcoin de s'en sortir. Nous, on avait ciblé la zone des 60 000 $ pour plusieurs raisons. On en avait parlé depuis un petit moment. En gros, là, pour ceux qui lisent la newsletter, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais en plus ça tombait un jeudi. C'était pile un jeudi, jour de la publication de la newsletter. On avait dit attention, si on casse les 73 000 $, ça sent très mauvais et on peut envisager un retour aux 66 000, voire un retour aux 60 000. Ben, je crois que dans la semaine qui a suivi, puisque je me souviens que j'ai réécrit la newsletter la semaine d'après, ben, on était allé aux 61 000, donc ça s'était passé exactement comme prévu. Et à ce moment-là, je ne sais pas si vous vous souvenez aussi, mais il y avait beaucoup de gens qui nous disaient oui, enfin des médias, des influenceurs, etc. Oui, Bitcoin va retourner aux 55 000 $, aux 50 000, voire aux 42 000 $. Parce que bah, si tu comptes les jours et que tu comptes les pourcentages de baisse dans les cycles, ça devrait arriver. Bon, voilà, après, je sais pas si les gens le savent, mais je le répéterai souvent, mais moi j'y crois pas à la cyclicité des marchés. Enfin, la cyclicité de Bitcoin, j'y crois plus depuis longtemps. Je l'expliquerai peut-être dans un autre live ou à la fin du live si ça vous intéresse, mais voilà. Et donc moi ça me faisait marrer de voir les gens soutenir cette thèse-là. Donc déjà c'était un argument en plus pour moi qui me forçait à croire que 60 000 ça va être le bottom. Puis l'autre argument, bah, c'était ça quoi en fait. Là la fenêtre que vous avez sous les yeux, en gros c'est vraiment tout le mouvement de Bitcoin depuis le début du conflit en Iran. Ça c'est la touche de l'annonce de la fermeture d'Ormuz. On a tapé les 60 000, vous voyez dans la même journée. On avait eu une volatilité de fou, 17% de rebond. Ça montrait à quel point les 60 000 $ pour les gens, c'était une zone où ils se disaient, bah en fait, un Bitcoin à ce prix-là, je l'achète tous les jours. C'était tellement volatile d'ailleurs qu'il y a beaucoup qui ont manqué l'opportunité. Vous voyez, les 66 000, pourquoi j'en parle aussi, c'est que bah, il y a eu beaucoup de gens qui ont pris des positions là, là, ici, ici encore, ici encore. Il y avait une grosse zone de gens qui avaient pris vraiment beaucoup de positions là, à ce prix-là. Et c'est pour ça que d'ailleurs, bah, quand on l'a cassé, on est allé très très vite aux 60 parce que bah, y a beaucoup de gens qui se sont fait sortir. Mais voilà, en tout cas, moi je me disais 60 000, si là on l'a récupéré très très fort, je vois pas pourquoi est-ce qu'on rebondirait pas à ce niveau-là. Et c'est pour ça qu'on a pris nos positions sur Oak Research, sur le portfolio à ce moment-là. On l'a dit à nos abonnés, on a ouvert des positions sur Bitcoin à 60 000. Et pour le moment, le marché nous a plutôt donné raison.
Le fait d'avoir effectivement cette annonce qui dit fin de conflit, bah, en vrai, on est assez content parce que bah, on est soulagé quand même, c'est un gros point en plus. Et d'ailleurs, il y a un point intéressant que je voulais vous montrer, je regardais ça tout à l'heure, je sais pas si tu l'as vu, Noah. Moi, je trouvais ça fascinant. Genre, en gros, donc ça, c'est le bottom du fameux vendredi, le vendredi noir des marchés, là, il y a quelques jours. On en avait parlé sur Discord, on avait fait une analyse, c'était la publication des chiffres du marché de l'emploi aux États-Unis qui était Ouais. extrêmement positif, mais que le marché avait lu d'une manière très très négative. Parce que le fait d'avoir un marché de l'emploi qui était fort aux États-Unis, c'était un mauvais signal pour la Fed. Ça pouvait signifier que la Fed avait un argument en moins pour baisser ses taux. Voire même que c'était un argument supplémentaire pour envisager une nouvelle hausse des taux de la Fed. Donc le marché avait extrêmement mal réagi. Nasdaq avait perdu plus de 4%, le S&P 500 plus de 3%. Vous voyez, tout ça là, c'était le fameux vendredi très très costaud, très mauvais pour les marchés. Et c'est là que Bitcoin avait marqué son plus bas. Ensuite, si vous regardez, il était reparti un peu à la hausse. Le dimanche, il nous avait fait une belle hausse. Et puis, réouverture des marchés, lundi, mardi, mercredi, rechute. Ça, c'est à peu près moins 5%, si je ne dis pas de bêtises, à peu près. Voilà, un peu plus de moins 5% sur Bitcoin sur les 3 premiers jours de la semaine qui suivait. Mais, on reste quand même bien au-dessus, enfin bien au-dessus, j'exagère un peu, mais on reste quand même au-dessus de ce bottom de vendredi. Alors que le S&P 500, vous voyez, lundi, mardi, mercredi, il est allé creuser plus bas. Il est allé quasiment 2% plus bas. Et le Nasdaq, il est allé quasi 2,5% plus bas. Et moi, je trouvais ça ultra intéressant de voir que le Nasdaq et le S&P creusent un nouveau bottom sur ce mouvement. Bitcoin, pas du tout. Et moi, c'était ça mon signal de me dire, ah ok, si Bitcoin va... En temps normal, Bitcoin aurait dû tomber beaucoup plus bas, aller à 50, 58, 56 probablement. Il l'a pas fait, justement parce que je pense que la zone des 60 000 était une zone qui était ultra défendue et ça m'a conforté dans l'idée que c'était une bonne zone. Donc voilà, pour l'instant, moi je suis plutôt content d'être entré. Maintenant, la question qui se pose, c'est qu'est-ce qu'on envisage pour les prochaines semaines, quoi. Est-ce que. Et là, est-ce que tu as un petit avis sur ça? Non, ouais, je te. Non, je sais pas si t'as un Non, avis, c'est mais difficile. Juste moi, pour en vrai, rebondir sur ce que tu disais avant. vas-y, vas-y. Ouais, juste pour rebondir sur ce que tu disais avant, il y a aussi le fait, on l'a dit plusieurs fois aussi dans les différents contenus qu'on a publiés, le fait que Bitcoin était aussi l'actif tampon, entre guillemets, maintenant avec la finance traditionnelle. Et quand il y a des éléments qui arrivent, genre macro, comme là par exemple avec les chiffres de l'immobilier aux États-Unis, Bitcoin prend beaucoup plus cher directement sur l'annonce et du coup price beaucoup plus le risque. Et en fait, je pense que Bitcoin a pricé le risque beaucoup plus fort sur l'annonce. Et après, le deuxième dump qui est arrivé sur la finance trad en début de semaine, bah en fait, le risque avait déjà été quasiment pricé sur Bitcoin. Donc, il y a eu une petite chute, mais qui était beaucoup moins violente que sur les marchés actions. Du coup, c'est aussi un truc qu'on mettait en avant dans certains contenus. Et je pense que là, encore une fois, ça peut être une explication aussi de pourquoi Bitcoin, hormis le fait que ce soit la zone des 60K qui soit une zone intéressante, est mieux réagi que la finance trad sur le dump du début de Mm. semaine. Ouais, effectivement, d'ailleurs, on l'avait dit ça on avait fait un article dessus à ce sujet-là, quand on était dans cette zone-là, pour dire, en gros, si vous comparez, voilà, le dump de Bitcoin, le vrai gros dump, il a démarré le 29 janvier, et de mémoire, il n'y avait pas encore eu de gros mouvements sur la bourse. Voilà, aux alentours de, tu vois, début février, le S&P 500, il n'a pas non plus fortement corrigé. Il a corrigé que après, quand il y a eu les confirmations officielles du fait que le conflit. Mais en fait, sur les premières rumeurs, Bitcoin a dégringolé parce que les gestionnaires d'actifs qui sont exposés à Bitcoin, à d'autres actifs de la finance traditionnelle, eux, ils ont juste une stratégie de gestion d'allocation qui dit bah, si il y a du risk-off, c'est-à-dire si on a des signaux qui nous indiquent qu'il y a potentiellement quelque chose de dangereux à venir dans les prochaines semaines, premier actif tampon qui sert de cash, en fait, c'est Bitcoin. Donc il y a beaucoup de Bitcoin qui ont été vendus dans cette zone-là parce qu'on commençait à entendre parler d'une potentielle crise en Iran et autour du détroit d'Ormuz. Et boum, Bitcoin, ça a été un peu l'indicateur en avance de vous dire attention, il se passe quelque chose, il y a de la vente. Ça, je trouve ça assez intéressant, effectivement. Mais
Mais en tout cas, voilà, si on regarde là l'état actuel du Bitcoin, on se retrouve dans cette fameuse zone des 66 000 dollars qu'on avait identifiée. Et moi, je suis un peu indécis, en vrai, actuellement, parce que en fait, je suis à l'image de Bitcoin, c'est-à-dire j'ai un peu de mal à voir dans quelle direction on va aller. Et en même temps, c'est normal, c'est que on attend la réponse. Et moi, ce que je trouve assez intéressant, c'est que si on regarde là, techniquement, Bitcoin, il est vraiment au milieu de ces 66 000 dollars qui était historique, enfin, depuis quelques semaines, qui était la zone sur laquelle on avait fortement rebondi, vraiment, on voit qu'il y avait beaucoup de gens qui avaient amené de la force là pour repartir. On l'a cassé. Maintenant, c'est dire est-ce que c'est une zone qui va faire office de résistance, qu'on va plus réussir à refranchir à nouveau, ou est-ce qu'à l'inverse, on va la réutiliser une nouvelle fois pour renclencher un mouvement haussier sur Bitcoin. Donc on a un Bitcoin qui est indécis actuellement et il est à l'image finalement de ce que le marché pense aujourd'hui. Pourquoi? Parce que tout à l'heure je vous parlais du fait que depuis quelques semaines, quelques mois, il y a trois éléments qui dictent la direction du marché. Ces trois éléments, c'est la politique monétaire de la Réserve fédérale américaine, à savoir est-ce que la Fed va continuer de baisser ses taux? Est-ce qu'elle va se calmer? Et surtout, maintenant qu'on a un nouveau président à la tête de la Fed, qui est-il? Est-ce qu'il est un candidat? Est-ce qu'il est un président qui est dans la lignée de son prédécesseur? Est-ce que c'est quelqu'un qui va beaucoup plus suivre les attentes de Donald Trump et donc se montrer beaucoup plus enclin à soutenir l'économie, à soutenir les marchés financiers en baissant fortement les taux parce qu'il a envie de réinjecter des liquidités, etc. Ou est-ce qu'à l'inverse, c'est quelqu'un qui va soutenir l'indépendance de la Réserve fédérale américaine et qui va donc dire, moi, je prends mes décisions selon mes propres convictions, j'ai rien à faire de Donald Trump, et si je dois faire chuter les marchés parce qu'à un moment donné, l'économie le demande, je vais réaugmenter les taux. Donc il y a cette indécision des investisseurs sur qui est vraiment Kevin Warsh et quelle sera sa politique dans les prochaines années. Et ça, on devrait le savoir ce soir. Donc il y a ce premier point d'indécision. Le deuxième point, le deuxième élément qui dicte les marchés depuis pas mal de temps, c'est ce fameux conflit au Moyen-Orient. Parce que, on va pas le répéter parce qu'on l'a entendu un peu partout, mais effectivement, la fermeture du détroit d'Ormuz, ça a eu un impact considérable sur le prix de l'énergie dans le monde, qui a eu lui-même un impact considérable sur l'inflation, enfin le calcul de l'inflation dans beaucoup de pays du monde, sur le ralentissement de la croissance économique. Si on regardait les chiffres du FMI, les prévisions de croissance mondiale pour la deuxième partie de l'année 2026 étaient extrêmement faibles et on s'approchait potentiellement, il disait s'il y avait prolongation du conflit au Moyen-Orient, on envisageait d'ici début 2027 une récession mondiale, chose qui n'était pas arrivée depuis du coup 2008. Donc il y avait quand même un gros enjeu et les marchés se disaient, voilà, vraisemblablement vous voyez ce rebond là qu'il y a eu sur le marché, toute cette phase là, qu'est-ce que c'était? C'était un marché qui priceait une fin de conflit rapide. Et on était les premiers d'ailleurs à le dire, quand on avait sorti l'article sur le playbook de Donald Trump, comment est-ce que Donald Trump joue ces négociations. On avait dit, pour nous, c'est un conflit qui va durer très peu de temps, c'est un peu trompé, qui va durer très peu de temps et qui va vite se résoudre par un accord parce que Donald Trump a tout intérêt à le faire. Et les marchés priceaient ça, puis finalement, à ce moment-là, là, c'est à peu près le moment où on a commencé à se dire, bon, ça c'est long, il n'y a pas trop l'air d'avoir d'issue, et finalement les marchés ont commencé à corriger sur ça. Là, vraisemblablement, on est sur une fin de conflit, donc c'est censé être positif. Néanmoins, la signature de ce fameux accord de paix qu'on attend depuis si longtemps, elle devrait avoir lieu le 19 juin. En tout cas, elle était prévue le 19 juin. Tant que je veux dire, l'encre n'est pas séchée sur le bout de papier, j'ai aucune certitude sur le fait que ça va vraiment arriver. Évidemment, les probabilités sont élevées que cette signature va avoir lieu. Néanmoins, on ne peut pas m'enlever de la tête qu'au vu de l'incertitude de la situation, au vu du fait que c'est Donald Trump qui négocie et que l'Iran est capable aussi d'annoncer A un jour et B le lendemain, voilà, tant que c'est pas signé, je suis pas certain et le marché non plus n'a pas l'air certain que ce conflit est terminé. Donc ce qu'on comprend là actuellement, c'est que dans les 2 prochains jours, on devrait avoir une réponse sur un des plus gros événements qui marquent le marché depuis des semaines. Est-ce que le conflit est vraiment terminé ou pas?
Et on devrait avoir une réponse sur qui est Kevin Warsh, est-ce qu'il va être avec nous, est-ce qu'il va être contre nous dans les prochaines années. Donc deux gros événements. Aujourd'hui, dans l'incertitude, on va avoir une réponse là dans les prochaines heures, prochains jours. Et donc, ça se traduit par un Bitcoin qui est dans une zone d'incertitude qu'attend. Voilà. Et la réponse à ça, c'est moi je suis déjà positionné sur Bitcoin depuis 60 000. Là, à vrai dire, est-ce que je devrais prendre une position ou pas dans cette zone-là? C'est tentant, parce que je m'attends à de la volatilité à venir. Maintenant, c'est une question de calcul de probabilité. Est-ce que tu penses que la probabilité d'avoir un Kevin Warsh qui est positif et une fin de conflit au Moyen-Orient est plus forte que la probabilité d'avoir un Kevin Warsh qui finalement jouera contre nous et un Donald Trump qui va retourner sa veste et refermer le détroit d'Ormuz, voilà. Et en fonction de ça, c'est tu prends ton long, tu prends ton short, tu vois. Et vraisemblablement, moi, je me dis, je Ouais. préfère attendre, je préfère avoir mes deux réponses. Je suis déjà positionné dans tous les cas. Si je me fais sortir de ma position, tant pis. Si ça part dans la bonne direction, tant mieux. Mais voilà, c'est vrai que overall, c'est comme ça que je vois la situation, moi, personnellement. Je sais pas si tu partages cette analyse-là. Ouais. Juste, du coup, l'un des deux gros points, du coup, surtout sur le fait de savoir si Kevin Warsh va être de notre côté ou pas, on a déjà eu quelques éléments de réponse, parce que du coup, pendant que tu parlais, j'ai été regarder un petit peu ce qui sortait de la conférence du FOMC. Et il y a quand même pas mal de trucs sympas qu'on avait pu prévoir potentiellement, parce qu'en fait, on a fait pour ceux qui sont pas abonnés, on a un compte Instagram sur lequel on fait parfois des carousels et quelques analyses. Et on a fait justement une analyse sur qui va être Kevin Warsh et en fait, potentiellement, comment nous, on voyait son arrivée à la Fed, etc. Et il y a un point très très important, c'est que il a retiré le forward guidance. Donc ça veut dire qu'en fait, il donne pas d'indication claire sur la prochaine décision de la Fed, chose qui était faite par la Fed de Powell auparavant. Donc ils donnaient un petit peu leurs prévisions pour la prochaine réunion. Donc là, il a décidé que dans l'environnement actuel, il enlevait ça en disant que en fait, les choses bougeaient tellement vite qu'en fait, il pouvait plus donner vraiment de guidance qui était efficace et réel. Donc ça, c'était quelque chose qu'on avait pu prévoir. Ensuite, le discours de ce que je vois est plutôt hawkish, assez prudent. On avait eu l'impression qu'il allait être plutôt neutre parce que en fait, c'était son arrivée à la Fed, donc il allait essayer de pas trop se mettre le marché à dos. Mais de ce que je vois, c'est plutôt prudent. Pas de promesse de baisse des taux, ça paraît logique parce que déjà les taux ont été maintenus et on voit qu'il y a 9 gouverneurs de la Fed sur 18 qui ont dit qu'ils voyaient une hausse des taux pour 2026. Donc lui, il ne se prononce pas sur une potentielle baisse des taux, chose qui est assez logique. Il a été très critique sur l'inflation. Il a mis même une petite balle à Powell en disant que la Fed devait corriger 5 années d'erreur sur l'inflation. Donc ça, c'est gratuit. Il la considère trop élevée, ce qui est logique, mais le fait qu'il le dise déjà dans le discours, c'est quelque chose d'intéressant parce que généralement, sur ce genre de discours, ils essayent de rester assez euh, linéaires et de pas trop en dire. Et lui, sur son premier discours, il a quand même décidé de prendre la parole et de donner directement ses convictions. On voyait que Powell, sur les dernières réunions, il essayait d'être un peu plus, de pas trop déranger les marchés. Donc là, c'est quand même un signal sur le fait que en fait, ça va pas être simplement une marionnette de Trump et que lui, en fait, il dit qu'il veut une politique monétaire qui est juste et qu'il veut pas plaire au marché ou à la politique forcément. Donc ça, on pouvait s'y attendre quand on a vu le profil, quand Trump a choisi Warsh, on pouvait s'attendre à ce profil-là. Mais le fait que Trump le choisisse à l'époque, on avait un petit doute quand même sur le fait qu'il allait vraiment rester fidèle à lui-même et qu'il allait pas simplement tomber dans la politique et simplement suivre ce que Trump souhaitait. Donc, pour résumer un petit peu ce discours-là, c'est discours plutôt prudent, pas de promesse de baisse des taux, pas de guidance pour les réunions suivantes, pardon. Donc on avance un petit peu à l'aveugle, mais bon, c'est la situation de marché qui veut ça. Et un ton qui est ouais, plus factuel, parce qu'il se base beaucoup sur l'inflation, mais qui est aussi un peu critique, chose qu'on n'attendait pas forcément. Donc voilà. Ok, ok. Bah ouais, moi c'est ce que j'avais prévu de dire justement. Bon, du coup, j'ai pas pu regarder là ni la réunion ni les premiers retours des gens. Mais dans tous les cas, on s'attendait à ce qu'il n'y ait pas d'annonce de baisse des taux, ça c'était logique. Ni de changement d'ailleurs en réalité. Moi, ce à quoi je m'attendais, c'était surtout
surveiller son discours, sa posture, les mots qu'il utilise. Et d'ailleurs, je pense que Mm. dans allez, ce soir, demain, tu vas avoir Twitter qui va être rempli de mecs qui vont te faire de l'analyse pour t'expliquer. Il a utilisé tel mot, il a fait exprès de dire ça, etc. Qui vont analyser en profondeur tout le discours de Warsh. Et c'est normal, parce que ce qui compte vraiment, c'est essayer de comprendre qui va être, quel président, enfin, quel directeur de la Fed il va être. C'est ça l'enjeu. Donc ce que tu dis, moi je trouve ça trop intéressant parce que en vrai moi je pense que c'est un bon candidat. Warsh. De Ouais. manière factuelle, évidemment, tout le monde a envie que la Fed baisse ses taux et que ce soit à nouveau l'euphorie et que les marchés aillent à la hausse et tout. Mais soyons honnêtes, voilà, à un moment donné, il faut réfléchir un peu plus loin que ça. Je pense que Warsh était un très bon candidat parce que Powell a fait avec ce qu'il avait avec lui, mais en vrai, à Ouais, part ce nous qu'il a pu. dire Ouais. que ce qu'il regardait c'était les données et voilà, il n'a pas apporté grand chose, il n'a pas montré beaucoup de force, beaucoup de conviction. Là, je trouve que ce que tu me dis déjà, qu'il ose donner vraiment déjà des directions dès la première réunion, je trouve que c'est assez fort. Les critiques envers Powell, bon, il les a faites depuis Mm. longtemps, donc ça on savait. Mais voilà, dans tous les cas, moi je pense qu'il va essayer d'instaurer une espèce de fait que dans son objectif d'inflation, pour lui, c'est pas 2%, ça va être 3% maintenant. Enfin, ce qui est à peu près d'ailleurs la réaction de toutes les banques centrales dans le monde. Hein. Avant, c'était 2%, Alors c'était censé là-dessus, être le niveau d'inflation correct, maintenant c'est 3. Lui, je pense qu'il va se satisfaire d'un ouais. 3. Bah, là-dessus, ça c'est un truc qui est sorti pendant le discours. Il disait qu'il remettait pas en cause l'objectif d'inflation à 2% et que selon lui, il n'y avait aucune raison de le revoir. Alors ça, du coup, c'est un peu étonnant quand même parce que justement, c'est une chose dont on a Ah déjà ouais. discuté tous les deux. Le fait que le 3%, ça devenait un peu le 2% d'avant. Dire que en fait, quand tu vois l'inflation actuelle, 3%, c'est entre guillemets le nouvel objectif un peu plus cohérent. Et lui, il est resté sur ce truc de 2% objectif, on ne bouge pas cet objectif-là. Donc ça, c'est un peu surprenant. Mais Ouais. après, peut-être Ah non, qu'il veut bah, du coup, justement défendre. j'allais dire, c'est pas que c'est surprenant, c'est que juste ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire que c'est un gros signal, je pense, pour dire à Trump, écoute, tu t'attends à avoir quelqu'un qui va Ouais, suivre tes directives. Non, moi je reste sur le fait de penser que 2% c'est le bon chiffre. Je vais pas suivre les directives des autres. Donc ça veut dire que s'il doit être dur à un moment donné, il va l'être. Donc pour le coup, ça c'est plutôt négatif enfin négatif pour les marchés en tout cas, c'est plutôt un signal d'une lecture négative parce que ça veut dire que si les conditions le requièrent, il va avoir plus d'aisance que ce qu'on aurait anticipé à rebaisser les taux ou en tout cas à les maintenir plus longtemps que prévu. Enfin, à réaugmenter les taux, pardon. Et en tout cas, tu disais un truc que je trouvais intéressant et après on changera de sujet et on ira parler de Polymarket. Mais un truc que je trouve intéressant, c'est que effectivement, si tu regardais en début d'année 2026, les marchés, bah justement sur Polymarket, ce sera une excellente transition. Sur Polymarket, les marchés de prédiction pariaient en grosse majorité sur deux hausses des taux sur l'année 2026. Aujourd'hui, avec plus de 80% de probabilité, les marchés estiment qu'il n'y en aura aucune hausse des taux. Donc déjà, ça c'est un premier point important. Deuxième point important, c'est que évidemment en début d'année 2026, personne ne parie sur une hausse des taux. Et là aujourd'hui, je crois qu'on est à 52%, si je dis pas de bêtises, 52% de probabilité d'après Polymarket d'avoir à minima une hausse des taux en 2026, ce qui est ultra inattendu. Et ce qui justifie aussi donc pourquoi il y a eu autant de mouvements voilà, bah, là, en fait, ces derniers jours-là sur Bitcoin. Tout ça, c'est grosso modo, à mon sens, dû au fait qu'il y a eu un gros changement d'état d'esprit des gens sur ce que la mm, Fed va faire ou pas. Donc voilà, donc ça va être pour moi, bah, de toute façon, c'est ce qu'on a identifié, hein, les trois gros éléments qui dictaient le marché. On le répète, le conflit au Moyen-Orient, mais celui-là, il est vraisemblablement terminé. La direction de la Fed dans les prochains mois. Est-ce qu'ils vont venir à la rescousse des marchés ou pas et le fait que j'y crois malgré moyen. ce qu'on est en train de dire, qui est censé être plutôt négatif quand même pour l'avenir des marchés, malgré le fait que le conflit au Moyen-Orient, ça a été catastrophique
pour l'économie mondiale, que l'inflation est en hausse partout, que la croissance est au ralenti, que si, que ça, que plein de choses, les marchés financiers, ils s'en foutent, ils sont à leur plus haut historique. Et ça, c'est le troisième point, c'est quand est-ce que l'intelligence artificielle va secouer les marchés dans le mauvais sens, en gros. Moi, j'aime pas parler de bulle IA parce que je pense pas qu'il y ait une bulle IA. Je pense que le succès de l'intelligence artificielle est logique, que c'est un secteur qui va ramener énormément de croissance, énormément de revenus. Maintenant, les marchés parient sur une très très grosse capacité des entreprises à générer du revenu, mais il va falloir les démontrer. Néanmoins, quand tu vois des performances comme celles qui sont offertes par le secteur des semi-conducteurs depuis quelques semaines, depuis quelques mois, le secteur de la mémoire, le Ouais. secteur, et même les bourses taïwanaises, japonaises et coréennes qui mettent des performances de plus de 100%, je crois, pour le Nikkei, on disait. Enfin, pardon, mais quand Ouais, je vois ça, ou même le Kospi, le 80% Kospi. pour le Kospi, ouais. Moi, quand je vois ça, je me dis, bon, effectivement, on est quand même dans une espèce de surchauffe. Et ça, c'est le troisième élément, c'est est-ce qu'à un moment donné, il va pas y avoir un secouage de cocotier sur le secteur de l'IA avec un ou deux signaux négatifs qui vont nous faire dire que merde, on a investi beaucoup, mais il n'y a pas de prévision de retour sur investissement, ou que typiquement là je lisais des premiers trucs sur le sujet de la mémoire, puisque c'est Micron, Technologie, etc. Tous les gros runners de ces dernières semaines sont sur le secteur de la mémoire pour les puces, pour l'intelligence artificielle. Là il y a eu des sujets sur Nvidia qui commence à envisager de travailler sur la réduction de sa dépendance envers les providers de mémoire. Très mauvaise nouvelle pour le secteur de la mémoire. Il va y avoir des annonces comme ça dans les prochaines Mhm. semaines, dans les prochains mois. On va pas pouvoir avoir autant d'investissements comme ça dans tous les secteurs et tous les secteurs qui en bénéficient. Donc voilà, quand le vent tournera dans le mauvais sens, quel impact ça aura sur le Nasdaq, quel impact ça aura donc sur les marchés, et évidemment sur Bitcoin qui est toujours corrélé à la baisse avec le Nasdaq, à la hausse, un peu moins, on ne sait pas pourquoi, mais en tout cas voilà. Donc si le Nasdaq se casse la gueule, Bitcoin va prendre cher. Donc voilà, moi c'est le troisième point que je surveille et qui me fait un petit peu peur. C'est pour ça que d'ailleurs sur Rock on fait de plus en plus de contenu aussi orienté sur la finance tradi et parce que en fait malheureusement tu peux pas comprendre le marché crypto, enfin aujourd'hui les mouvements de Bitcoin sans comprendre ce qui se passe dans la finance tradi. Donc voilà, overall Ouais. tout ce que j'avais à dire sur le marché. Je sais pas si il y a d'autres points, mais je Ouais, il y pense a qu'il n'y juste a un pas petit point grand sur lequel chose je de voulais plus. revenir. Ouais, vas-y. Ouais, c'est juste, pour moi, déjà, globalement, tu as raison sur le fait que on aime bien appeler ça une bulle de l'IA, mais c'est pas forcément le cas. Mais comme toute grosse tendance et comme toute grosse évolution dans les marchés financiers, il y aura forcément des moments de repli. Là où le vrai sujet se pose, c'est la puissance de ce genre de repli, puisque en fait, les marchés coréens, on l'a vu en fait sur une ou deux séances quand il y a eu un petit repli sur le Nasdaq, ils sont tellement leveragés, tellement en levier par rapport au marché américain. En fait, les baisses sont décuplées. Donc c'est peut-être ça le vrai danger, au-delà du fait de vouloir timer la bulle, quand est-ce que la bulle va exploser, est-ce que la bulle même va exploser un jour, etc. C'est plutôt de regarder les marchés dans leur ensemble et de voir les marchés qui sont vraiment en surchauffe, qui sont beaucoup trop en levier, comme les marchés asiatiques émergents, comme la Corée, etc., ou comme certains, comme les semi-conducteurs ou comme la mémoire, et être un peu plus prudent dans votre exposition, puisque bah, forcément, quand on voit des multiples pareils, quand on voit des performances pareilles, ça donne envie de rentrer dans le train et tout le monde a envie de rentrer dans le train. Mais il faut quand même être un peu plus prudent et dire que vous rentrez dans le train, ok, mais après déjà, entre guillemets, un bon run, on ne sait pas quand est-ce que ça va s'arrêter. L'IA, c'est vraiment une révolution beaucoup plus importante que tout ce qu'on a eu auparavant. Donc la croissance va continuer, mais c'est vraiment faire attention à la manière dont vous vous exposez, puisque les marchés sont ultra leveragés et une baisse sur les marchés peut être vraiment catastrophique même si c'est qu'un repli dans une tendance qui va être magnifique sur les 5 10 prochaines années, bah, ça peut arriver. Et je trouve que c'est important quand même de le redire aux gens, puisque ben, tout le monde voit des sommes et des performances astronomiques sur leur portefeuille s'ils sont exposés sur les semi-conducteurs, etc. Et je trouve que c'est quand même important de rappeler que c'est quand même un marché qui est un trade qui est devenu un peu consensuel, c'est-à-dire que tout le monde a des entreprises dans l'IA si vous êtes exposé aux actions, tout le monde connaît les semi-conducteurs, et c'est plus
aussi asymétrique que ça l'était il y a 6 mois, un an. Donc, je trouve que c'est important de le rappeler quand même clairement. et de mettre un petit disclaimer là-dessus, même si je vois que la croissance pour moi dans les 5-10 prochaines années, ça va continuer, mais il faut faire attention. En tout cas, si vous comptez vous exposer aujourd'hui quand vous voyez les perfs qui se passent sur le marché, quoi. Clairement. J'étais en train de regarder, pardon, en parallèle de ce que tu parlais, je voulais voir la réaction du Gold au fait que il y ait effectivement, comme tu disais, 9 membres du FOMC Ouais. qui, sur 18 qui pariaient sur une hausse des taux, moins 1,5% pour le Gold en réaction. Ça fait mal. Ça fait mal. Bref, en vrai, on va pas Et c'est parler. marrant parce que on parlait de Polymarket. Ah, 1-1, j'avais pas vu. Ouais, Aïe aïe aïe, le pari MPP on parlait de, qui part à la cave. on parlait de Polymarket du coup. Mais c'est marrant parce que les 50% de probabilité de hausse des taux correspondent plus ou moins avec ce qu'on vient de voir avec les 9 Mhm. gouverneurs sur 18 qui prévoient une hausse des taux jusqu'à fin Ouais. 2026. Donc Polymarket avait un peu prévu, comme à chaque fois, le Sauf que truc avant même que ça Polymarket le sorte. prévoit depuis. Ouais, carrément. Ouais, c'est ça. Carrément. Bon, en vrai, on voulait parler un peu de Polymarket. Pourquoi? Bah parce que, en vrai, depuis le début de la Coupe du Monde, on voit passer beaucoup, beaucoup de posts sur Polymarket et je trouvais ça intéressant. En vrai, moi, je me suis posé légitimement une petite question qui était est-ce que les prediction market voient beaucoup plus de volume qu'ils en avaient auparavant? Est-ce qu'il y a un gros pic de volume? La réalité, c'est que pas tant, il n'y a pas eu de gros pic, c'est assez linéaire en vrai. On est effectivement à des records historiques de volume sur les prediction market, mais il n'y a pas une explosion là avec la Coupe du Monde. Et en vrai, tu as juste à le voir ici hein, dans les marchés. Tu regardais, bon, la Fed, ça a quand même fait 80 millions de volume sur la décision de la Fed. Bon, 236 millions sur le Portugal, c'est costaud. Mais voilà, il y a quand même toujours des marchés qui génèrent du volume ailleurs. Voilà. Maintenant, il y a quand même une stat que j'ai trouvée très intéressante. C'est que sur les vainqueurs de la Coupe du Monde, donc sur ce marché-là, 3 milliards de volume. C'est énorme. Je crois que c'est le deuxième plus gros marché de l'histoire de Polymarket derrière les élections présidentielles américaines, bien sûr. Donc ça, j'ai trouvé ça assez intéressant. Ça veut quand même dire que ça attire du monde. Et alors, évidemment, on est très très loin des estimations à peu près 100 milliards de dollars de volume sur les plateformes traditionnelles de paris sportifs. Maintenant, des plateformes traditionnelles, t'en as beaucoup plus. Là, on parle que de Polymarket. Kalshi, bon, on est sur du 200 millions, je crois, les volumes sont assez dérisoires. 250 millions, je crois. Ils peinent à augmenter, si je dis pas de bêtises. Voilà. Mais en tout cas, je trouvais ça intéressant d'en parler parce que on voit passer beaucoup de choses, beaucoup de gens qui mettent des gros montants. Et déjà, la première chose que moi je remarque, c'est je pense vraiment que Polymarket c'est devenu l'endroit idéal pour les gros parieurs. Parce qu'on voit que. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que c'est un des premiers vrais cas d'usage de la décentralisation, la désintermédiation par la blockchain qui te permet de ne pas avoir une entité centrale qui peut bloquer tes fonds, bloquer tes trucs. Tout ça, tu vois, on nous l'a vendu sur tout et n'importe quoi depuis 2020-2019 avec la blockchain. Ben là, on est sur un cas concret. Je vois passer tous les jours des mecs qui taguent Winamax, BetClick et autres en disant pourquoi mon pari est bloqué. Pourquoi il s'est passé ça et pourtant je suis pas payé, vous m'avez pas payé. Et les mecs n'ont jamais de réponse, ils sont jamais payés. Mais avec Polymarket, ça n'arrive jamais déjà. Et donc, quand tu mets des très grosses sommes, t'as pas envie de te faire bloquer tes fonds de manière arbitraire par ta plateforme. Avec Polymarket, techniquement, c'est pas censé arriver. Et on n'a pas eu de cas pour l'instant où la résolution d'un marché sur Polymarket a posé conflit. Et donc ça, c'est quand même assez cool et ça justifie le fait que tu aies des gros parieurs qui se positionnent sur Polymarket. Aussi parce que le carnet d'ordre, bah, il peut l'accueillir, mais je pense que les BetClick et compagnie permettraient de l'accueillir aussi. La deuxième raison, c'est quoi? Et moi, je trouve ça intéressant, c'est que si vous regardez les vainqueurs de la Coupe du Monde, par exemple, typiquement, on avait fait un post sur Instagram pour donner nos prédictions, enfin pas nos prédictions, pardon, pour donner la stratégie un peu en disant, tiens, il y a des mecs qui parlent de cette stratégie, t'achètes France, Espagne, Argentine, Angleterre, Portugal et Brésil.
En cumulé, ça te fait un truc genre 60 centimes l'achat. Et à la fin, si tu penses que c'est un des 6 qui va gagner, tu repars avec 1 dollar. En gros, tu achètes 65 centimes, tu gagnes 1 dollar. Donc voilà. Bon, t'es perdant évidemment si c'est l'Allemagne qui gagne par exemple. Mais voilà. Donc j'étais rentré, tu vois, sur la France autour de. Quoi, on était aux alentours des. J'ai l'impression qu'on était plus bas que ça. Ouais, 10 hein, à peu près aux alentours des 10. Non, enfin, j'avais vu la France autour des 10, quelque chose du genre. Là, il est à 18%. Ça veut dire que tu as acheté un truc à 10 centimes, il en vaut 18. Si la France passe, je sais pas, déjà arrive en demi, ça vaudra à minima 25%. Donc, et l'avantage, c'est que tu peux le revendre en fait. Si tu as des parts, bah, tu mets vendre et tu revends tes parts. Et donc, tu peux prendre tes profits, ce que tu peux pas faire sur les plateformes de paris sportifs. Et donc, ça, je trouve que c'est ultra intéressant. Parce qu'il y a vraiment de la spéculation, quoi. Tu peux avoir des gens qui spéculent sur des matchs, qui prennent leur profit avant la fin des matchs, avant la fin des compètes, avant les qualifs, les trucs, et je trouve ça trop intéressant. Et on observe effectivement lors des très très gros montants de volume sur ces paris-là, et sur les ventes aussi, le carnet d'ordre, il est blindé sur les ventes, et je trouve ça intéressant. Maintenant, en gros, on va pas, enfin je sais pas si tu avais des trucs de ouf à dire sur ça. Mais moi, il y avait surtout un truc que je voulais évoquer là-dessus. C'est ne tombez pas dans le piège de tous les mecs qui profitent de la compétition et de Polymarket pour faire la promotion de certains outils ou pour vous inviter à faire du copy trading avec eux. Il y avait des gens qui faisaient ça avec les bots de trading sur Polymarket à l'époque, les bots d'arbitrage ou les bots de je ne sais quoi. Là aujourd'hui on en voit plein vous mettre ce gars a posé 1,5 million sur la victoire de l'Espagne contre Cap-Vert. Il peut gagner je sais pas, 15 000 euros avec 1,5 million de misée. L'Espagne finit par faire match nul, boum, le mec a perdu 1,5 million. Tout le monde est là en mode, le con. Non, évidemment, Polymarket, c'est une plateforme qui est extrêmement utilisée pour de l'évasion fiscale, soyons honnêtes. C'est-à-dire que tu vas prendre une position sur l'Espagne, puis tu vas prendre une position sur le Cap-Vert ou le nul de l'autre côté. T'achètes le portefeuille que tu veux liquider, t'achètes un truc. Le portefeuille tout neuf, tout beau, que tu veux mettre en dehors des radars, t'achètes l'autre. Et en fait, là tu perds, là tu gagnes, et t'as transféré tes fonds et t'es content. Donc ça, il y a beaucoup de gens qui font ça, déjà, premièrement. Et deuxièmement, il y a beaucoup de gens qui farment l'airdrop aussi. Donc ils vont poser, pareil, ils vont faire le même process que ce que je viens de vous dire, mais juste pour farmer l'airdrop. Et en fait, si vous regardez souvent les comptes qui vous partagent ces trucs-là, c'est les comptes qui ont un truc à vous vendre derrière. Notamment des outils pour faire du copy trading, etc. Et grosso modo, j'ai regardé un petit peu, tout est perdant, enfin tout est nul. Donc voilà, il faut faire gaffe. Mais autour de Polymarket, il y a beaucoup, beaucoup de scams en réalité. Beaucoup de gens qui ont des trucs bizarres à vous vendre, des outils de. Je sais qu'il y avait un bot de copy trading qui avait Rug à un moment donné. Enfin, voilà, soyez vigilants avec ça. Néanmoins, je trouve que c'est intéressant. J'ai longtemps été un peu bearish sur Polymarket. Je trouvais que je voyais leur croissance un peu limitée. Je me disais, est-ce que vraiment c'est un truc où les gens ont besoin de ça, ou est-ce qu'il y a un effet de hype ou quoi. Et je trouve que là, avec la Coupe du Monde, on voit quand même un peu un cas où je me dis, ah, bah par exemple, moi à titre perso, je suis pas un gambler, je suis pas de paris sportif le reste de l'année. Là, je me dis, bah vas-y, t'as envie de t'amuser un peu, de profiter de tes matchs, de prendre deux trois paris. Je n'utilise absolument pas les plateformes classiques et je fais juste sur Polymarket parce que je trouve que c'est plus agréable, quoi. Et bref. Et du coup, il y avait Ouais. justement Même une niveau question qui était UX, posée etc., c'est beaucoup sur plus le agréable, cas je de. trouve. Ouais, non, mais après, ça, effectivement, c'est clairement plus agréable. Mais il y a une question qui était posée sur le conflit de résolution. Et justement, on a sorti un article dessus. Et c'est intéressant parce qu'on peut effectivement l'évoquer. Il y a un gros sujet aujourd'hui sur la résolution des marchés qu'on appelle les marchés intersubjectifs sur les prediction markets. Donc bref, si vous voulez creuser sur ce sujet-là, on l'a évoqué là-dedans, mais en gros, pour vous donner un peu de détails, effectivement, vous vous souvenez très bien de Polymarket de Strategy qui vend 32 bitcoins il y a quelques semaines de ça. Il y avait un gros marché sur Polymarket. Je sais pas si je les screen. J'ai pas mis d'image dedans. Ok. Il y avait un gros marché sur Polymarket qui permettait de parier sur est-ce que Strategy vendra des bitcoins avant le 31 mai. En gros, c'était ça, je crois.
Le marché se résout en non, puisqu'il n'y a pas d'infos. Et puis le lendemain, le 1er juin, Strategy annonce on a vendu 32 bitcoins. Dans le document publié par Strategy, on voit qu'effectivement, ils ont vendu 32 bitcoins, mais ils ne l'ont pas vendu le 1er juin, ils l'ont vendu il y a quelques semaines. Autrement dit, le document confirme que Strategy a bel et bien vendu du bitcoin avant le 31 mai. D'accord? Donc, Polymarket, quand tu as un marché qui se clôture, je l'explique quelque part par là, fonctionnement général, voilà. Normalement, quand tu as un marché qui se clôture, tu as 2 heures. Pendant 2 heures, n'importe qui peut contester l'issue du marché directement sur l'interface de Uma, qui est l'outil de résolution des problèmes sur Polymarket. Et en gros, tu déposes une caution de 750 USDC et tu contestes. Et ensuite, pendant 24 à 48 heures, il y a des débats sur la communauté Discord de Uma, où les gens donnent leur avis, et à la fin, les gens qui détiennent du token Uma votent dans la gouvernance si oui ou non c'est la personne qui a contesté qui a raison. Donc en gros, là, l'outil est justement conçu pour ça. Conçu pour que dans le cas là, on se dise ah, bon, on s'est trompé, effectivement, on a résolu le marché trop tôt, mais on a une info là qui est sortie dans les quelques trucs, donc on conteste, on résout le truc, et effectivement, on met yes, et le marché se termine par oui, Stratégie a vendu. Or, ce qui s'est passé, c'est que, en gros, le sujet, c'est qu'il y a plein de marchés comme ça, ce qu'on appelle les marchés intersubjectifs. C'est des marchés dans lesquels, en fonction de la position que tu prends, tu n'as pas le même résultat. C'est-à-dire que si tu as de l'argent qui est placé sur le truc, tu n'es plus d'accord. Là, on pouvait être toi et moi, Noah, par exemple. Moi, j'ai acheté du yes, tu as acheté du no. On serait capable de défendre l'argument que c'est l'un ou l'autre qui a raison, sans pour autant que l'un de nous deux ait tort, tu vois. Nos deux arguments sont recevables, Ouais. mais on est juste biaisé par le fait qu'on a de l'argent en jeu. Et en gros, ça, c'est vraiment le gros sujet des marchés prédictifs aujourd'hui. On l'avait eu avec le cas de est-ce que Zelensky a mis un costume ou pas, où il a mis un vêtement militaire, mais qui ressemblait à un costume. Du coup, les gens disaient non, mais on va demander à un expert de la mode. Lui, il nous dit que c'est un costume, l'autre dit non et tout. Enfin bref, impossible de le résoudre. Le shutdown du gouvernement américain, c'était à peu près le même sujet que stratégie. Et en gros, là, l'issue de ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est qu'en fait, Polymarket a communiqué en disant oui, mais en gros, il faut que l'info arrive avant la résolution du marché, sinon on s'en sort pas. Et donc là, tout le monde s'est plaint en disant attendez, c'était pas dans les règles de base. Nous, on n'a pas parié sur est-ce que Strategy annoncera la vente de Bitcoin avant le 31 mai, mais c'est ce qu'ils vont le faire. En l'occurrence, ils l'ont fait. Donc, faut mettre yes. Et les autres disaient non, mais voilà. Donc, il y a eu des débats. Finalement, la gouvernance de Uma a voté pour non. Il s'avère qu'il y avait beaucoup de personnes de la gouvernance qui étaient exposées sur le non, justement. Donc il y avait un gros conflit d'intérêts, d'autant plus quand tu sais que le token de Uma, c'est un token qui a 40 millions de market cap. Donc en fait, même un mec il peut en acheter pour biaiser les trucs. Et c'est là que tu te dis d'ailleurs que un token poly de Polymarket est vraiment attendu avec impatience, parce que si tu as ton propre token et que tu as ta propre gouvernance, justement, le token Polymarket, il n'aura pas 38 millions de market cap ou 40 millions comme Uma. Il sera à je ne sais combien de milliards. Et là, par contre, tu n'auras pas de mecs qui peuvent arriver, en acheter pour biaiser le truc. Donc déjà, ce serait une bonne solution d'avoir un token Polymarket juste pour ça. Mais ouais, donc l'issue de ce truc, ça a été que ils ont voté pour non. Donc en gros, pour la première fois, Polymarket, qui se veut être une plateforme qui traduit la vérité et rien que la vérité, ils ont donné de l'argent à ceux qui ont parié sur une issue qui était fausse. Ils n'ont pas retranscrit la vérité. Pour des raisons qui étaient des conflits d'intérêts, des trucs du genre. Alors que Strategy avait bel et bien vendu du Bitcoin. Et en gros, ça, c'est le grand sujet des marchés intersubjectifs. C'est pour ça qu'on avait fait cet article-là. En gros, j'avais prévu cet article en dehors de ce sujet-là, puis je l'ai sorti là. Donc allez lire si vous voulez, c'est assez intéressant ce sujet-là. Et on pourra en discuter si vous voulez à un autre moment des solutions qui sont apportées pour résoudre ça. Bon, c'est un peu technique, ça apporte pas grand-chose si vous avez investi de l'argent, ou si vous voulez investir de l'argent, ça vous fera pas gagner de l'argent. Mais si vous questionnez sur les prediction market, j'ai 2-3 ressources cool. Je m'étais renseigné sur les solutions qui avaient été apportées pour essayer de résoudre ce problème-là. Voilà. Mais donc, pour bien comprendre, dans les conditions du marché,
c'était pas précisé si ça devait être vendu ou si ça devait être annoncé. Parce que souvent, en fait, on voit qu'il y a des cotes qui sont un petit peu surprenantes et quand on regarde dans les conditions de marché, on se rend compte qu'en fait, c'est dans les conditions qu'il y a une condition spéciale qui fait que la cote est différente que ce qu'on pourrait penser. Donc là, est-ce que c'était vraiment zéro précisé en mode euh, est-ce que stratégie a vendu? Parce que dans les faits, ils ont vendu, mais parfois ils disent l'annonce doit être faite avant le 31 mai, 23h59, etc. Bah, en fait, c'était littéralement. Attends, je crois que je l'ai mis le nom du marché là. Ouais, c'était ça le nom du marché. Je pense, est-ce que je peux le retrouver? Ah, ils l'ont supprimé Ah ouais, carrément. je pense pas. Bah. Et pour avancer un petit Ouais, peu, c'est est-ce bizarre qu'on que. le retrouve Parce pas, hein, parce que que c'était là, il y juste a eu un dingue. souci, ça a fait beaucoup parler, etc. Mais quelle nouveauté ils vont mettre en place pour éviter que ce genre de truc arrive, tu vois? Parce que ça a quand même fait parler, il y a quand même des gens qui ont fait remonter le truc, ça a beaucoup fait parler sur Twitter aussi. Qu'est-ce qu'ils vont mettre en place pour que ça arrive plus? Bah, rien. Rien du tout. En vrai, rien. C'est ça qui est triste, c'est qu'en Ouais, c'est gros, ça aussi le souci, il hein. y avait eu le cas Zelensky où justement, tu avais des mecs de la communauté qui avaient littéralement demandé à, à des mecs de la mode d'intervenir en disant est-ce que c'est un vrai costume ou pas, machin. Enfin, c'était allé très loin, tu vois. Ça fait longtemps que les gens s'en plaignent. Il y avait eu le truc de TikTok. Est-ce que TikTok va être interdit aux États-Unis ou quoi? Ou pas, pardon. Et on n'avait jamais eu Bah, il y avait aussi le cas de la mort de Khamenei en Iran. Est-ce que, Mm. euh, en gros, il n'y a pas eu de source fiable qui a déclaré Khamenei mort et pourtant il l'était, tu vois. Et du coup, il s'est aussi résolu de la mauvaise bannière parce qu'ils ont jugé qu'ils n'avaient pas la source fiable. Parce qu'ils avaient juste dit dans leur description une source fiable, je sais pas trop quoi. Donc bref, en gros, la première Ouais, solution, c'est ça. c'est mieux déterminer les règles de ton marché. Mais ça, malheureusement, tu vois, je pense pas que Polymarket avait prévu le coup que Strategy allait annoncer avoir vendu après avoir vendu, enfin tu vois. Et donc dans ce cas-là, effectivement, avec du Mm. recul, tu te dis, bah vous aviez qu'à juste appeler le marché. Est-ce que Strategy va annoncer avoir vendu, tu vois? Et en fait, c'est ça le grand problème, c'est que ces marchés-là, ils ont tellement d'issues possibles, tellement de scénarios, parce que tu paries sur de la vraie vie. Il se passe tellement de choses que tu peux pas anticiper tous les scénarios, tu peux pas anticiper tous les cas de figure, et c'est ça qui rend le truc très difficile. Et donc, l'une des solutions qui était envisagée, c'était d'avoir des mécanismes d'oracle et de résolution de marché qui reposent sur non pas un token de gouvernance comme ça, mais du restaking, tu vois, donc utiliser le mécanisme de restaking des Eigenlayer ou symbiotiques pour en fait mettre de l'argent en jeu quand tu es un provider de marché. Ce qui fait que là, si par exemple tu as toute la communauté qui arrive et qui dit on considère que c'est une erreur, en fait c'est toi le provider de marché. Si tu veux quand même résoudre en eau dans ce marché-là, mais tu te fais slasher, tu vois. Tu te fais. Voilà. Donc il y a ces Mm. sujets, il y a ça, et il y a aussi l'utilisation de l'IA, évidemment, tu t'en doutes, d'agents IA spécialisés dans l'analyse des données, qui va se mettre en intermédiaire en fait entre ton oracle ou ton provider de data et ton mécanisme de résolution pour venir arbitrer. Et, en fait, au lieu d'avoir un arbitre humain, tu as un arbitre intelligent. Puisque le grand problème des marchés intersubjectifs, c'est qu'on est deux êtres humains à débattre. Si moi je dois défendre le no et toi tu Ouais, dois ouais, c'est défendre ça. le yes, on n'arrivera jamais à se mettre d'accord parce qu'on est deux humains biaisés. Et qu'une intelligence artificielle, techniquement, en tout cas, c'est ce sur quoi travaillent certains autres prediction markets. Les intelligences artificielles ne sont pas par nature biaisées et donc elles peuvent apporter un jugement purement neutre. Mais voilà, il y a beaucoup de pistes de Mm. travail, mais pour l'instant, il n'y a pas de grande solution. Mais en tout cas, effectivement, Polymarket, je trouve qu'ils prennent pas le sujet au sérieux, alors que ça, c'est une grosse claque quand même pour leur image. Eux qui se vendent être toujours dire la vérité, bah non, les gars, vous n'avez pas dit la vérité là sur ce truc-là. Surtout, plus personne n'a envie de parier des grosses sommes sur des marchés comme ça parce que, bah, en fait, juste, on te fait pas confiance, quoi. Donc voilà. Ouais, c'est clair. Et en plus, si on part du principe que
les règles sont déjà mal définies avant même la résolution du marché. Même si tu mets une IA qui est pas du tout biaisée, si la règle de marché n'est pas claire dès le début, bah, l'IA, elle va se référer sur quelque chose qui n'est pas clair déjà à la base. Donc même si tu mets une IA qui n'est pas biaisée, Hmm. le problème restera toujours le même. Il faudrait qu'il y ait une certaine exigence à la base des bases dès que le marché en fait est créé par le créateur du marché. Et là, ça pourrait résoudre potentiellement le problème. Et du coup, tant que ça, c'est pas mis en place, bah, malheureusement, que tu es un humain derrière ou que tu es une IA, je pense que ça va pas changer grand-chose. Hmm. Ouais, c'est un peu ce que j'expliquais là, ouais. La rédaction, c'est important. Mais voilà, en tout cas, moi, ce que j'avais retenu de ça, c'est qu'effectivement, Polymarket a été très malhonnête sur le coup, très. Surtout de dire, en gros, ils ont dit. Polymarket a dit oui, on ne peut pas accepter d'avoir. C'est-à-dire de prendre des infos qui sont publiées après la fin du marché, parce que sinon on s'en sort pas, on doit recorriger des marchés 1 an plus tard. Tu dis, les gars, vous avez conçu spécifiquement le mécanisme de contestation pour justement ce cas précis de ah bah dans les X heures qui suivent la fin du marché, en fixant effectivement une limite, si tu as quelque chose qui arrive à tes oreilles qui te permettent de contredire l'issue de ton marché, tu peux le contester. C'est fait pour ça. Vous avez créé le truc pour ça. Il est utilisé pour ça, mais vous n'allez pas au bout du truc. Je trouvais que c'était très malin de leur part. Et maintenant, moi, l'autre truc que je retiens, c'est ça, c'est Uma, voilà. D'après les données on-chain, les 10 plus gros détenteurs de Uma contrôlent plus de 60% du pouvoir du vote du protocole. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, ben, en fait, les mecs qui sont ces 10 plus gros détenteurs-là, ils se font contacter par le mec qui a foutu 3 millions sur oui, oui, stratégie ne vendra pas de Bitcoin. Et le mec commence à se dire attends, je vais peut-être perdre 3 millions. Hop, je vais dire au mec qui détient du Uma ah, écoute, frérot, je te file, allez, un petit 50K, et puis tu votes pour moi et tu convaincs tes copains de voter pour moi et on est content. Allez, tout le monde est content. Mais ouais, vous êtes 10 à détenir plus de 60% du pouvoir de vote. Et tu sais que avec un token qui fait 36 millions de dollars de market cap, tu peux vite avoir des mecs qui en font une industrie. Hein. Je veux dire, à 36 millions, t'as un mec un peu fortuné qui se dit bah tu sais quoi, moi aussi je vais en acheter. Je pose 4 millions, je deviens un plus gros détenteur aussi. Je prends 10% de la supply, tu vois. Enfin, Non, c'est clair. donc, effectivement, c'est un problème quand même d'avoir la plus grosse plateforme de prediction market qui traite des milliards et des milliards de dollars de volume et qui repose sur un système de résolution des litiges qui soit un protocole comme UMA qui a 36 millions de dollars de market cap avec son token. Enfin, t'imagines, tu te rends compte la finale de la Coupe du Monde qui se passe comme la finale de la CAN, tu vois, imagine. Avec Ah un ouais, non, truc où terrible. un est C'est déclaré, vrai, c'est vrai. le lendemain, finalement, il y a litige, l'autre est déclaré vainqueur. Bon, c'est arrivé à la CAN, tu vois, je pense pas que ça arrivera à la Coupe du Monde, mais imaginons. Bah, qu'est-ce qui se passe? Parce que la finale de la Coupe du Monde, elle va avoir une quantité, enfin même juste, on a dit 3 milliards de volume sur le vainqueur de la Coupe du Monde. Comment tu Mm. résous, tu vois? Qui prend la décision finale? Comment tu interprètes? Et tu crois que ça va se jouer avec Uma et ses 36 millions de market cap? Bon, à tout moment, le truc il pump de zinzin parce que Ah tout ouais, le monde non. l'achète pour aller biaiser les résultats. Donc voilà, il est grand temps d'avoir un token Polymarket. C'est peut-être le seul avantage que je trouve à ce token. Donc voilà, peut-être que c'est un aussi des signaux en plus que le token arrivera plus vite que ce qu'on peut espérer pour ceux qui le farment. Parce que Polymarket en a bien besoin, quoi. Après, oui, là, je relisais un peu les coms, toutes les IA sont biaisées. Oui, effectivement, en le disant tout à l'heure, je sentais que je disais un truc qui n'était pas totalement vrai. Elles sont biaisées par la manière avec laquelle tu es entraîné, bien entendu, puisque dans tous les cas, tu es entraîné sur des données humaines, bien sûr. Mais ce que je veux dire par là, c'est que techniquement, dans ce que j'ai lu, hein, attention, parce que c'est vraiment des documentations que je lisais de protocoles qui bossaient sur ça, l'idée c'est que t'as pas de. Enfin, ton IA peut pas être bribe, quoi, en fait, entre guillemets. Sauf le jour où ton agent IA il aura un wallet, il va se faire bribe, mais là, bon, à ce moment-là, t'as plus rien à faire pour sauver le marché, quoi. Ouais. Mais en tout cas, voilà, ne parie pas si les clauses sont pas claires, bah ouais. Mais le truc, c'est que parfois, tu te rends pas compte qu'elles sont pas claires. Hein. Mais c'est comme le truc avec Jésus. Est-ce que Jésus reviendra en 2026? Vous pouvez Ouais, faire c'était ça, ouais. 5% de rendement annualisé sur Jésus. Ben non, les gars, parce qu'en fait, à la fin, ils vont juste résoudre en 50-50 parce que
on n'a pas de preuve que Jésus n'est pas revenu. Bon, bah ok. Dans ce cas-là, c'est 50-50 et tu gagnes pas d'argent. Et oui, ça parlait du coup effectivement d'abandonner Uma pour Polymarket au moment où ils lanceraient leur token Poly. Et c'était un des cas d'usage du token d'être un système de gouvernance avec un mécanisme de résolution qui soit non plus délégué à une plateforme comme Uma qui en vrai, quand tu regardes, puisque je l'ai détaillé un petit peu, mais ils ont un mécanisme de je ne sais quoi, les data verification mechanism, enfin en vrai tout ça c'est du bullshit, hein, la réalité derrière il n'y a rien de grandiose. Hein. C'est ce système-là, ce truc-là, qui a un beau nom et qui te dit que c'est une couche d'arbitrage de Huma sur la blockchain. C'est juste un gars qui va aller checker une source de données fiable. Tu vois, il va aller se connecter au site de la météo, il va vérifier si la donnée est bonne et il va te valider oui, oui, c'est bon. Tu vois, il n'y a rien de bien compliqué. Donc Polymarket sont très bien capables d'aller trouver leur propre mécanisme et qui reposent sur leur propre token de gouvernance. Et là, ce sera beaucoup mieux. Ouais, voilà. Je pense qu'on n'avait pas grand chose de plus à dire sur Polymarket. Mais voilà. Si je voulais dire un truc, c'est si c'est un sujet qui intéresse les gens, on a quelques contenus de côté qu'on n'a pas encore sortis sur les prediction market. Et voilà, on pourrait éventuellement sortir un grand dossier sur qu'est-ce que les prediction market, techniquement, comment est-ce qu'ils fonctionnent, etc. Et pas mal d'autres sujets comme ça. Voilà. Est-ce que s'il y a des gens qui ont des questions, n'hésitez pas, parce qu'on avait prévu aussi un petit temps d'échange avec vous à la fin, que ce soit sur ce dont on vient de parler ou simplement sur Hawk, sur les contenus qu'on a sortis, sur les différents trucs premium, etc. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. On avait prévu quelques minutes à la fin du live pour pouvoir discuter avec vous. Et même si vous avez des sujets dont vous souhaitez parler, Lilian, quels sont tes targets sur Bitcoin en 2026? Est-ce qu'il faut acheter du hype? Vous êtes libre de poser n'importe quelle question. Il est là pour vous répondre et il sera obligé de répondre à toutes les questions. Alors, non mais ouais, carrément chaud d'avoir un petit temps. Après voilà, effectivement, déjà première chose avant qu'on ait les questions, euh, je crois que je suis incapable de faire un live dans les temps. Vraiment. Genre, je crois que de ma vie, j'ai jamais réussi à respecter les délais qu'on m'a imposés. Ensuite, deuxième chose, j'aimerais savoir si. J'ai un peu l'impression que je lag. Pourquoi? Et je suis désolé pour ceux qui ont écouté le live jusqu'ici et si vous l'avez ressenti. La raison, c'est qu'on essaye d'enregistrer en parallèle notre flux vidéo et son. Et donc d'avoir à la fois host un live sur Discord, enregistrer tout ça en arrière-plan, plus partager mon écran, etc. Je crois que ça, c'est en train de tuer mon ordi. Et donc je crois que ça se ressent dans la qualité. J'espère que voilà, ça vous aura pas trop embêté. On essaiera de résoudre la solution. Je pensais avoir trouvé une solution qui marchait, mais là vraisemblablement je trouve que ça bug un petit peu. Donc j'essaierai de trouver une solution à ça, les amis. Et Moi, je merci. te voyais Ça lag un avait petit l'air peu, mais je intéressant. sais pas si c'était de mon côté ou pas. Je pense que c'était général et en vrai, je crois que c'est parce que mon ordi est un petit peu en galère de faire tout ça à la fois. Et voilà. Bon, en vrai, le premier live, comme d'habitude, on sait que c'est un peu tendu. Déjà, j'avais pas de micro pendant 3 minutes et je parlais tout seul. Donc bon, voilà. T'as parlé tout Les seul. aléas du direct. Mais non, on essaiera de trouver une solution pour régler le problème du lag ou pour enregistrer autrement. Voilà. Mais ouais, écoute, trouver le live intéressant, tant mieux, ça me fait vraiment plaisir. Ça me fait vraiment plaisir. En vrai, j'espère que c'est un format qui vous plaît. Moi, ça me fait plaisir de reprendre les lives. Je trouve que c'est cool de discuter comme ça de certains sujets. Là, en l'occurrence, je pense pas qu'on est très nombreux et en vrai, 21h43, je pense que vous avez tous hâte d'aller voir Angleterre-Croatie et je vous comprends. Non, en vrai, c'est moi qui ai très hâte d'aller le voir. Non, mais en vrai, je pense qu'on va pas faire monter des gens et tout pour discuter. Peut-être qu'on pourra couper un petit peu le deuxième sujet et faire monter des gens si on a plus de contenu intéressant à évoquer. Ça, j'ai hâte de le faire. En vrai, je pense que ça va être cool de discuter de vive voix et tout ça. Mais, Ouais, c'est mais clair. voilà, airdrop cette année sur HL.
airdrop cette année sur HL. Bah, ça fait bien longtemps que j'ai abandonné l'idée d'un airdrop sur HL, mais je peux me laisser surprendre. Peux, je peux me laisser piéger, surprendre. Mais non, en vrai, je pense pas. Je pense pas parce que j'en discutais avec les mecs qui gèrent Hyperliquid Research Collective, qui est un collectif de recherche dédié à Hyperliquid, qui est financé par notamment les Digital Asset Treasury de Hyperliquid, donc comment il s'appelle enfin Hyperion Strategy, etc. etc. Donc ils ont des gros backers derrière et leur but c'est de faire de la démocratisation d'Hyperliquid pour notamment la finance traditionnelle et de manière générale pour les investisseurs. Bref, j'en discutais un peu avec eux et j'étais assez d'accord avec leur avis, enfin, on avait la même vision, c'était que grosso modo ils sont piégés à Hyperliquid là dans l'état actuel des choses. Ils ont effectivement une grosse partie de leur supply qui est bloquée et qui est censée être réservée à des incentives futurs. Maintenant, comment tu les provides? Est-ce que tu prends le risque de distribuer un airdrop à des gens qui sont là juste pour le vendre? Et donc, en fait, tu as un token qui fonctionne bien. Tu as un token qui est le meilleur token sur le marché des cryptos depuis fin 2025, qui le prouve à chaque fois que le marché corrige, c'est le plus fort. C'est le seul actif, grosso modo, que tu as envie de détenir avec du Bitcoin sur une vision qui n'est pas quelques jours ou quelques semaines pour un play. C'est un des actifs les plus forts et en fait, changer de procéder à un airdrop, par exemple, ça pourrait modifier profondément la nature du token, c'est tokenomique en tout cas, enfin celles qui sont émises et disponibles sur le marché, et donc ça pourrait être un gros risque sur le succès du token. Sachant que tu peux t'attendre à une forte pression baissière après un airdrop. Je sais pas. Donc on les voit mal le faire. Après, ils ont une option qui est de to burn, qui aurait un effet quasi similaire en fait pour tout le monde, sauf que c'est forcé. C'est-à-dire que tu gagnes pas techniquement dans ton wallet plus X milliers d'euros d'airdrop. Par contre, tu vois ton token faire plus 40% en 3 minutes. Le résultat de ça, c'est quand même tu auras des mecs qui vont prendre du profit et ça va baisser, mais overall, dans le temps, tu vas repricer le fait que tu supprimes 30% de ta supply d'un coup. L'autre option, c'est de dire, bah ok, on va pas distribuer un airdrop, mais on va distribuer des grants. C'est-à-dire, on va donner je sais pas, 5% de notre supply à Unit, donc TradeXYZ, Outcome Market, etc. Tous ceux qui sont derrière tout ça. Et leur dire, maintenant, c'est vous qui procédez à l'airdrop. Donc on ne nous tiendra pas responsable d'un mauvais airdrop. En plus, vous récompensez les utilisateurs. On peut plus choisir les utilisateurs qu'on récompense. Et voilà. Ou alors, vous mettez en place des incentives. C'est-à-dire Mm. que, je sais pas, tu fais du staking quelque part, t'as plus de hype. Enfin, j'en sais rien. Mais en gros, moi, je les vois plus. Là, actuellement, je sais qu'ils réfléchissent à comment le faire et qu'il n'y a pas de situation actée. Ça, c'est ce qu'on a eu comme écho, entre guillemets. L'étape suivante, c'est qu'est-ce qu'ils vont choisir. Et moi, je pencherais plus pour une option où ils vont distribuer cet argent à d'autres personnes. À Unit notamment. Éventuellement augmenter les rewards de staking. Mais je les vois pas donner un airdrop directement. Je trouverais ça trop bizarre. Trop tard, entre guillemets. Mais bon, c'est dur à dire, mais je trouve que c'est intéressant. Et après, les autres airdrops, puisque tu Mm. posais la question sur Base, Jumper et tout, je regarde quasiment plus les autres airdrops pour la simple et bonne raison que je trouve qu'en fait le succès du token à l'airdrop il est quasi inexistant, donc je trouve que c'est une perte de temps. Je suis trop déçu par les airdrops en fait. Voilà. Il n'y a que Hyperliquid qui t'a régalé. Non, même pas. Même pas. En vrai, il y avait, il y avait Based qui était un builder d'Hyperliquid. Oui, ouais. Voilà. Qui m'a régalé aussi. Non, mais je trouve ça super intéressant le Voilà. fait Bon. de cette idée de distribuer de l'argent à l'écosystème, donc que ce soit Unit ou quoi que ce soit, pour que eux ensuite fassent l'airdrop. Parce qu'il y a toujours eu un petit peu cette spéculation autour des airdrops de Unit, etc. Et le fait que ce soit de l'argent qui soit dédié à l'écosystème de base par Hyperliquid, qui passe par Unit pour être airdrop, ça paraîtrait plutôt logique parce qu'en utilisant Unit, tu utilises Hyperliquid.
le spot en l'occurrence. Donc en vrai, ça Mm. pourrait paraître assez logique, hein. Et ils pourraient mettre en place des initiatives aussi pour, tu vois, dire à Unit, bah, vous poussez les gens à utiliser HIP4, etc. Mais en fait, le truc, c'est que pour l'instant, ils ont besoin de rien de tout ça, même si tu peux pas nier le fait qu'il y a une espèce d'incentive latente qui est est-ce qu'il y aura un deuxième airdrop de Hyperliquid qui fait que les gens l'utilisent un petit peu quand même, mine de rien. Mais moi, je considère qu'Hyperliquid, j'ai pas, tu vois, d'idée en tête, j'ai pas de stats qui le confirment, hein, bien sûr, mais je pense pas que 50% des users d'Hyperliquid soient là que pour l'airdrop. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont abandonné l'idée qu'il y a un airdrop, ils sont là juste parce que ça marche bien, tu vois. Donc à quoi bon changer ton modèle maintenant, tu vois. Et en même temps, d'un autre côté, voilà, mais les airdrops, Hmm. ça a toujours été un truc pour attirer des gens. T'as déjà des gens, donc pourquoi tu fais ton airdrop, tu vois. Donc ils ont le droit de Ouais, créer c'est un clair. nouveau truc, et vu qu'ils sont quand même souvent réputés pour un peu bousculer les lignes, pourquoi pas changer le modèle, on verra. Moi je parie plus sur un airdrop de hype, et en vrai du coup je suis content, parce que dans tous les cas, le token performe. Donc l'un dans l'autre, t'es quand même content. S'il y avait aucun des deux, là je commencerais à me plaindre et à me dire oui j'aimerais bien avoir un airdrop, Hmm. mais voilà. En vrai je pense qu'on a fait le tour des sujets, tour Ça des roule. questions. Ouais, Hum, de ouf. En tout cas, merci à ceux qui ont été là. En vrai, ça fait plaisir. J'espère que c'est un format qui vous a plu. En vrai, dites-le nous même dans l'onglet, le channel chat, si vous avez des retours ou quoi, des avis sur le live en général, ce qu'on pourrait faire, pas, enfin, enlever, etc. Et en tout cas, sachez qu'on le Ce qu'on pourrait fera donc tous améliorer. les mercredis. Si pareil, c'est une journée qui vous. Enfin, si c'est un créneau qui vous va, tous les mercredis autour de cet horaire-là. Peut-être un peu plus tôt à l'avenir, parce que ça nous fait quand même finir tard. Mais voilà, on essaiera de Oui, ouais. trouver un créneau Si on dépasse l'horaire en qui plaît plus. au mieux. Ouais, parce qu'en fait, je sais pas comment ne pas dépasser un horaire. Non, on fera une fois toutes les 2 semaines, pardon, je me suis trompé, ouais, peut-être. Une fois toutes les 2 semaines. Et après, si effectivement une fois Ouais. toutes les 2 semaines, on se disait si c'est trop, déjà trop gros en termes de rythme, on peut réduire à une fois par mois en vrai, hein. Mais voilà, on verra. Bonne soirée la team, on se rejoue. Enfin, si vous avez des questions, des trucs, on discute sur le Discord. De toute façon, on est dispo toute la journée pour vous répondre sur le Discord. Et on se revoit soon dans 2 semaines probablement.